Bonjour, je suis Xavier Briffaut, je suis chercheur en sciences sociales de la santé mentale au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle le CERMES3. Et dans cette conférence, je vais parler des possibilités qu'offrent les objets connectés pour améliorer l'observation clinique et l'intervention thérapeutique en psychiatrie. C'est un très grand plaisir et un très grand honneur d'introduire ce cycle de conférences. Alors effectivement, au départ, cette conférence devait avoir le 19 janvier et même au départ au mois de juin. Donc j'avais prévu de vous parler à l'époque d'un projet qu'on est en train de développer qui s'appelle le projet TACT pour Technology Augmented Clinical and Therapeutical Relations. Comme on met la conférence en introduction plutôt qu'en conclusion, j'ai rajouté dans mon contenu davantage de présentation du domaine, sur les objets connectés, sur les nouvelles évolutions nosographiques qui vont en résulter. Et je parlerai uniquement à la fin du projet TACT, qui est un projet important pour nous et qui peut concerner potentiellement tous les membres de la Fondation fondamentale. Alors, je voudrais partir d'abord d'une chose tout à fait basique, un constat extrêmement simple, c'est que la consultation psychiatrique, elle est limitée dans le temps, en termes de durée comme en termes de fréquence, et elle est limitée dans l'espace. Essentiellement, elle se passe au cabinet, à l'hôpital parfois, rarement à domicile, encore plus rarement avec des proches et quasiment jamais dans les activités de la vie courante. Il en résulte que les praticiens n'ont accès qu'à une proportion infime de la vie des patients et que, symétriquement, les lieux de recueil d'informations et d'intervention en psychiatrie occupent une place infime dans la vie d'une personne qui présente des troubles de santé mentale. Alors on peut s'en réjouir, hein, certains s'en réjouissent que la psychiatrie n'ait qu'une place infime dans la vie des gens, mais là je vais plutôt développer l'hypothèse que ce serait intéressant qu'elle ait une place plus étendue. Alors j'ai appelé ça hypothèse, mais ce sont quasiment des constats. C'est que la médecine, c'est un pragmatisme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est destiné à agir, à soigner en l'occurrence, et que la médecine conçoit beaucoup ces catégories d'entendement en fonction des possibilités d'intervention dont elle envisage qu'elles seront possibles à mettre en œuvre, à la différence des sciences fondamentales qui ne se préoccupent pas directement d'applicabilité. Donc du coup, les contraintes matérielles, dont les contraintes temporelles dont je viens de parler, rétroagissent sur les conceptualisations des troubles et sur les thérapeutiques, et ce qui fait que finalement ne sont concevables que les troubles et les thérapeutiques intégrables dans un cadre spatio-temporel bien défini. Et puis symétriquement, dans l'autre sens, les paradigmes théoriques qu'on met en place rétroagissent sur les contraintes matérielles, ce qui fait que finalement ça se met en boucle et tout ça se sédimente et ça donne une manière de penser qui devient normative parce qu'elle a été construite dans un cadre matériel, logistique, organisationnel particulier et qu'une fois que le paradigme est mis en place, il s'entretient, il s'auto-entretient. Donc les contraintes matérielles ont des conséquences épistémologiques et ces conséquences épistémologiques ont elles-mêmes des conséquences pratiques. Alors, parmi ces conséquences pratiques, il y a le fait que la psychiatrie se trouve limitée dans ses possibilités d'observation clinique, en particulier par le fait qu'elle ne dispose quasiment jamais d'observation en contexte. Et elle se trouve limitée dans ses possibilités d'intervention thérapeutique et d'amélioration du fonctionnement, pour la même raison qu'elle n'a pas de possibilité d'intervenir en contexte ou très peu. Or, c'est un avis qui est relativement partagé, qui ne concerne pas seulement la psychiatrie, mais la psychologie au sens large. Donc là, je vous ai mis une citation de Hariri et collègues dans cet article. Alors vous verrez la plupart des références bibliographiques en bas dans mes transparents, que je donnerai à Marion, bien sûr, dont vous pourrez y accéder. Donc, en tant que science qui est supposée être du comportement, le champ de la psychologie a accumulé étonnamment peu de connaissances sur les patterns comportementaux des gens dans la vraie vie. C'est ce que disent ces auteurs. Et tout ça, ça a des conséquences épistémologiques. Le fait qu'on a peu d'informations sur le comportement des gens dans la vraie vie, ça a tendance à individualiser les troubles. C'est-à-dire qu'on va porter les frontières sur l'intérieur de l'individu, et ça a les conséquences classiques qu'on appelle psychologisation, biologisation, cérébralisation, toute une forme de conceptualisation des troubles qui considère que le problème est à l'intérieur de l'individu plutôt que dans la situation. Et quand je dis la situation, je ne suis pas en train de dire ce qu'on dit classiquement en sociologie, c'est-à-dire
que les troubles seraient d'origine sociale, voire même, dans une perspective un peu nominaliste, qu'ils seraient des inventions sociales. La situation, c'est la personne plus le contexte, le complexe, personne plus contexte. Ça a aussi comme conséquence que les catégories nosographiques sont relativement simplifiées sous la forme d'une liste d'observables décontextualisés, puisqu'on n'a pas d'observation au contexte, finalement on n'a pas besoin de contextualiser tout ça, donc on va avoir essentiellement des symptômes décontextualisés plutôt que une vision dynamique, systémique et située de cette symptomatologie. Et puis, en conséquence de quoi, on a une simplification des hypothèses causales avec beaucoup d'hypothèses de causalité monofactorielle plutôt que des hypothèses de causalité multiple. Et puis, des hypothèses que les symptômes sont indépendants les uns les autres et causés par une unique ou quelque peu de causes sous-jacentes plutôt qu'ils ne soient en interaction causale complexe. Alors, ça, c'était déjà une chose que disait Norbert Elias, hein, le sociologue, dans cet ouvrage qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Au-delà de Freud, Sociologie, Psychologie, Psychanalyse. Donc, il distinguait l'homo psychiatricus et l'homo sociologicus. L'homo psychiatricus, il le considérait comme une forme d'homo clausus. Alors, les sociologues aiment bien les trucs en us, même si, comme moi, ils ne parlent pas un mot de latin. Hein. Mais donc, l'homo clausus, c'est un individu clos sur lui-même. Tandis que Norbert Elias, et plus généralement les sociologues, considèrent les personnes comme des nœuds d'interaction au croisement de chaînes d'interdépendance multiples. C'est ce que Norbert Elias appelait un nexus. Alors on va voir l'importance de ça, version individualiste, version réseau, quand on va évidemment parler d'objets connectés. Alors, l'exemple typique d'observable décontextualisé, tout le monde le connaît ici, ce sont les syndromes du DSM. Je vous ai mis ici l'épisode dépressif majeur, j'y reviens pas. Une liste d'observables, indépendants les uns des autres, non contextualisés, qui sont supposés résulter d'une cause commune qui serait la dépression, elle-même résultant d'une hypothèse étiologique, la sérotonine, qui va généralement donner un traitement simple, les ISR. Bon. Alors, pourquoi finalement on en arrive à ça et qu'est-ce qui fait qu'on a ces limitations? D'une certaine manière, avant, c'était ni possible et donc pas nécessaire dans le pragmatisme médical de faire autrement. On n'avait pas de moyen de voir les gens autrement qu'en consultation, au cabinet. On ne pouvait pas être 24 heures sur 24 sur leur dos, chez eux, dans leur lit, quand ils dorment, quand ils travaillent. Donc on n'avait pas d'outils et de cadres d'observation et d'intervention autres qu'en présentiel ou d'intervention par des moyens pharmacologiques. Alors maintenant c'est différent. Maintenant on a des technologies qui vont permettre ça, je vais amplement le montrer. Donc maintenant il pourrait y avoir un autre obstacle qui empêcherait qu'on développe ces nouvelles méthodes d'intervention, qui est le rejet de la technologie pour des raisons éthiques. Alors on y reviendra sans doute dans la discussion, mais dans le champ de la psychiatrie, la technologie n'a pas toujours été et n'est toujours pas bienvenue, en particulier les technologies qui sont considérées, souvent à juste raison, comme extrêmement invasives et qui sont capables de s'insérer dans la vie quotidienne de tout un chacun. Alors nonobstant, donc, il y a quand même une montée en puissance des critiques de cette approche particulière. Et là, j'ai mis une citation de Thomas Insel, donc, qui nous dit dans les 4 dernières décennies, l'expertise comportementale, qui a été pourtant l'une des forces de la psychiatrie, a diminué en importance au fur et à mesure que la recherche en psychiatrie s'est focalisée sur la pharmacologie, la génomique, les neurosciences. Et finalement, dit-il, beaucoup de la pratique psychiatrique est devenue une série d'interactions brèves focalisées sur la gestion du traitement pharmacologique. Et, toujours selon Thomas Insel, beaucoup de nouvelles directions scientifiques sont selon lui impulsées non pas par des nouveaux concepts, mais par des nouveaux outils. Et ce qu'il dit, c'est qu'un nouvel outil qui est extrêmement peu coûteux et très facilement disponible, en l'occurrence le téléphone portable, a la capacité de changer la direction du fonctionnement, la direction de la recherche, la direction des pratiques dans le champ de la psychiatrie. Et, dit-il toujours, aucun autre domaine de la médecine n'est susceptible d'être autant impacté par les technologies connectées. Alors il dit ceci pour introduire un concept qu'il va apporter, qui est le phénotypage digital. Donc le phénotypage digital, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui pour tous les outils, toutes les techniques et les méthodes de mesure des comportements, du fonctionnement dans la vie réelle. Et
dit Thomas Insel. Après 40 ans de... Alors c'est un jeu de mots assez difficile à traduire, hein. Luc, tu l'as remarqué, merci. Donc pendant longtemps, on a reproché à la psychiatrie de n'avoir pas de base cérébrale. On peut aujourd'hui lui reprocher l'inverse, d'être trop centré sur les bases cérébrales et trop peu sur le fonctionnement psychologique, social, relationnel en situation. Et donc ce dont Thomas Insel fait l'hypothèse, c'est que les nouvelles technologies connectées pourraient remettre le pendule dans l'autre direction et même éventuellement permettre d'intégrer au mieux les deux approches. C'est d'ailleurs ce pourquoi il a lui-même fondé, après avoir quitté le NIMH, être parti chez Google, il a ensuite fondé donc une société qui s'appelle Mindstrong et qui vise à faire des outils de phénotypage digital. Donc il viendra nous en parler ici le 10 janvier 2018. Donc je ne rentre pas plus dans les détails pour commencer à parler plus directement des apports possibles des objets connectés. Les objets connectés, donc typiquement le genre de choses que je porte au poignet, que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, c'est une Apple Watch. Les objets connectés, ça va permettre deux choses, du recueil d'informations et de l'intervention. Alors, pour ce qui concerne le recueil d'informations, ça va permettre ce que j'ai appelé un recueil ubiquitaire en temps réel d'informations situées sur des types de données qui sont potentiellement sans limite. Ça peut être du physiologique, du psychologique, du relationnel, du comportemental, des données environnementales. Typiquement, ça va être ça. Une montre au poignet dans laquelle vous allez avoir un cardiofréquencemètre, vous allez avoir un actimètre qui va vous permettre de calculer votre activité, qui va pouvoir soit que vous lui donniez l'activité que vous êtes en train de faire, soit qu'elle l'infère directement à partir du pattern comportemental qu'elle analyse. Ces données physiologiques, vous allez pouvoir les historiser, les garder dans le but de les analyser ultérieurement, avoir des représentations graphiques diverses et variées que vous allez pouvoir partager éventuellement avec d'autres. Vous allez avoir... Alors là, vous avez par exemple la synthèse d'une activité recueillie avec l'Apple Watch. Donc en rouge, vous avez l'activité quotidienne de base non intense. En vert, vous avez l'activité intense, l'activité sportive. Et en bleu, vous avez le fait de s'être levé au moins une fois chaque heure dans la journée. Donc un indicateur de la sédentarité, on va dire. Bon. Alors, juste pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner empiriquement. Donc je suis allé me faire arracher 2 dents de sagesse, juste dans le but d'obtenir ces données. Hein. C'est vous dire à quel point j'y crois quand même. donc avec cette Apple Watch qui est la première version, donc qui est quand même relativement déjà périmée quand même. Donc vous avez le profil suivant. Donc ça c'est ma fréquence cardiaque, donc de 15h20 à 16h30. Donc 15h20, c'est le moment où je commence à me préparer pour partir chez le dentiste. Donc là, vous avez le transport. Oui, ça commence à monter à 110. Donc là, j'arrive dans la salle d'attente. Je m'assois dans l'hypothèse de profiter des superbes revues qu'il y a chez les dentistes et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais la dentiste, qui me dit-elle, a cette stratégie pour éviter aux gens de trop ruminer, me saute instantanément dessus 10 minutes avant l'heure du rendez-vous. Donc à 15h50. Donc on voit l'effet de l'arrivée de la dentiste. Donc là, vous avez l'installation sur le fauteuil, vous avez l'anesthésie, vous avez l'intervention, donc ça monte à 120, et ensuite, progressivement, bon, vous avez les sutures, les fils, tout ça, et vous avez... Et vous avez ensuite le malaise vagal, voilà. Alors normalement c'est avant le malaise vagal, mais donc là effectivement c'est... Donc vous avez le malaise vagal quand je m'évanouis donc en retournant dans ma voiture. Donc plus exactement, donc là ça revient quand même à une fréquence cardiaque plus usuelle. Donc on voit qu'on peut tracer assez facilement des paramètres physiologiques avec un matériel totalement non invasif et qui est complètement inséré fluidement dans la vie quotidienne. Alors, par ailleurs, on pouvait détecter de façon automatique qu'il y avait un problème. Parce que ici, en vert, vous avez l'activité motrice et on voit que pendant la période considérée, il n'y a pas d'activité motrice. Bon, à part qu'il y a une tétanie intense, mais il n'y a pas de mouvement en tout cas. Donc la détection d'une fréquence cardiaque très élevée avec une inactivité motrice laisse supposer qu'il y a
potentiellement un problème. Ce problème, on pouvait automatiquement l'anticiper, c'est-à-dire qu'un dispositif intelligent aurait pu l'anticiper. Pourquoi? Parce que dans mon agenda Google, il y avait dentiste. Vous remarquerez que j'ai pris soin de ne rien mettre avant. Hein. Donc il y avait dentiste, ce qui fait que si un système intelligent avait disposé d'une connaissance pertinente sur mes stresseurs, les conférences par exemple, les embouteillages aussi, beaucoup, et les dentistes. C'est vrai que j'ai une histoire quasiment traumatique avec les dentistes, hein. J'ai un peu vécu Marathon Man étant enfant, donc ça, le système aurait pu le savoir lors d'une consultation préalable dans laquelle on aurait recueilli mes principaux stresseurs, mes fonctionnements, mes modalités de coping, etc. Alors pas forcément une consultation pré-dentiste, mais si le système avait eu la possibilité d'accéder à mes dossiers médicaux de différents praticiens, il aurait pu rassembler différentes informations dont il disposait, et en particulier le fait que parmi les stresseurs, il y avait tout ça. Il aurait pu en déduire un certain nombre de choses. Par exemple, il aurait pu me proposer, en amont du rendez-vous, des interventions de gestion du stress. Alors, il en existe de multiples sortes, mais de façon très basique, il aurait pu me proposer ça, qui existe déjà, qui est une intervention de petite respiration mindful, inspire, expire, de façon guidée, ou toute autre intervention de gestion du stress plus sophistiquée éventuellement. Alors ça permet aussi de faire du suivi post-opératoire. Par exemple, si j'avais disposé d'un pilulier électronique, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, mais il aurait pu gérer le traitement qui suit le dentiste. Et puis, il aurait pu, et d'ailleurs je l'ai fait, mais je ne vous ai pas amené les photos parce que c'était trop horrible, parce que donc évidemment ça s'est mal passé après. Et donc j'étais loin, et j'avais peur, et donc j'ai envoyé des photos que j'ai prises avec l'iPhone à la dentiste, et donc dans une logique de télémédecine, et donc on a pu échanger et détecter qu'effectivement il y avait un petit bout d'os qui posait problème et qu'il a fallu ensuite poncer. Alors je vous ai pas remis le nouveau rythme cardiaque parce que là ça explose les scores, mais donc on voit très rapidement sur un truc ultra basique avec très peu de matériel comment on peut intégrer ça dans la vie quotidienne de façon fluide. Alors sur une problématique qui n'est que semi-psychiatrique, c'est juste une ultra-phobie, mais bon quand même un peu. Alors, qu'est-ce que ça peut faire d'autre les objets connectés? Ça peut faire plein de choses. Alors par exemple, ça peut suivre la tension avec un brassard. Mais ça date de ce matin, enfin d'hier, 14 novembre. Apparemment, avec les nouvelles versions de l'Apple Watch, on arrive à détecter des états d'hypertension, des troubles du rythme et des apnées du sommeil. Donc on n'a même plus besoin, ou si ce n'est pour avoir du chiffre régulier, on va de moins en moins avoir besoin de matériel invasif comme ça. Alors là, vous avez ici la balance connectée que je teste aussi tous les matins. Grâce à Karim Endai qui est par là, qui m'a offert celle qu'il avait gagnée, voilà, lors d'un prix qu'on a obtenu en présentant une recherche dans une conférence. Donc ça se connecte automatiquement, ça suit alors un certain nombre de choses, le poids, l'indice de masse corporelle, ça fait aussi le rythme cardiaque, ça donne la météo, ce qui est attractif pour amener les gens à se mettre dessus. Là vous avez un capteur qui permet de suivre les rythmes du sommeil. Alors celui-là, il est déjà assez vieux, c'est quelque chose qu'il fallait installer sous le matelas, qui était aussi couplé avec un système de réveil, avec la gradation de la lumière, etc. En vrai, là je vous ai mis ma nuit dernière, que j'ai recueillie donc avec cette montre, donc sans aucun équipement additionnel, donc ça veut dire que ça marche partout où que je dorme. Donc voilà, on voit que je me suis couché vers 22h, 22h30, j'ai dormi jusqu'à 7h du matin, je me suis réveillé à 1h et à 4h. Et puis on voit ici la baisse progressive du rythme cardiaque qui à mon avis n'est ni assez basse ni assez progressive. S'il y a des spécialistes du sommeil dans la salle, je suis preneur. Donc on voit ici l'activité motrice pendant le sommeil, là qui est intense parce que je me lève 2 fois. Voilà, la qualité du temps de sommeil. Alors là, bon, il faut rentrer dans les détails de l'algorithme pour savoir ce que ça veut dire ce chiffre. Mais enfin bon, vous voyez qu'on a déjà une vision assez large et fine en même temps de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Alors qu'est-ce que ça peut faire d'autre les objets connectés? Ça peut faire ça avec la caméra du smartphone. Vous pouvez scanner les codes barres des aliments que vous mangez
Et puis ça va vous organiser votre alimentation, vous permettre de suivre les nutriments, ça va vous donner des conseils personnalisés sur la diététique. Vous commencez à avoir des outils d'intelligence artificielle, reconnaissance des formes, qui analysent directement le contenu de l'assiette. Apparemment pour le moment ça ne marche pas encore très bien, mais ça va bientôt marcher, il n'y aura plus besoin de scanner le code barre. Vous avez une autre application là qui fait la même chose, mais qui en plus analyse les menus des restaurants qui sont dans votre environnement proche pour vous recommander un restaurant et un plat plutôt qu'un autre en fonction de vos besoins alimentaires et de ce que vous avez mangé dans les jours précédents. Alors, puisqu'on parle d'alimentation, bon, bah, ça va vous gérer aussi l'hydratation, donc vous pouvez avoir des gourdes connectées, mais les gourdes connectées, c'est quand même un peu excessif d'avoir une gourde connectée pour l'eau, parce que c'est un matériel dédié, mais vous pouvez aussi avoir des objets connectés non dédiés, c'est-à-dire des objets connectés génériques auxquels vous allez attribuer une fonction spécifique. Par exemple, vous allez prendre ça, vous allez le coller sur votre cafetière, vous allez l'associer à la fonction consommation de café, et dès que la cafetière vibre, dedans il y a un petit actimètre, il y a un thermomètre, il y a un hygromètre, donc ça va détecter qu'au moins la cafetière a été utilisée. Alors après, on va voir comment il va savoir que c'est vous qui l'avez utilisé ou pas. Vous pouvez le mettre sur la porte pour savoir si la porte a été ouverte et combien de fois. Alors par exemple, on a utilisé ça dans un projet de recherche sur les troubles obsessionnels compulsifs, ce genre de dispositif. Vous pouvez le mettre sur des médicaments, vous pouvez le mettre sur vos chaussures, enfin vous pouvez faire un certain nombre de choses en décrivant les fonctions que vous attribuez à ces objets génériques. Donc vous pouvez les spécialiser, les singulariser en fonction de votre vie à vous. Le classique pilulier électronique, bon, je m'y attarde pas. Vous avez aussi des capteurs environnementaux, alors soit que vous pouvez porter, soit que vous pouvez mettre en relation avec des capteurs urbains. Alors ça peut être la pollution de l'air. Alors pour les personnes qui ont de l'asthme, c'est intéressant. Si vous couplez ça avec un petit capteur de pression que vous pouvez mettre sur la ventoline et qui va informer le système en permanence de la consommation de ventoline, vous pouvez détecter des corrélations entre pollution urbaine, asthme, détecter des décompensations progressives de l'asthme et donc recommander des évolutions du traitement, etc. etc. Vous avez des applications, ça c'est l'application Plume, qui vous fait de la prédiction de pollution, donc qui vous dit voilà, on est là, à telle heure, ce sera plus pollué, donc si vous voulez aller courir, allez-y plutôt maintenant ou allez-y plutôt plus tard, sauf que là c'est au milieu de la nuit. Mais... Donc ça va faire de la prédiction. Vous avez la même chose sur la pollution sonore, alors vous pouvez avoir ça dans votre chambre, et l'analyse du bruit nocturne, ça va vous informer éventuellement sur des causes non facilement identifiables de réveil ou de problèmes de sommeil, parce que par exemple il y a des bruits qui ne sont pas identifiés par la personne. Là, vous avez un exemple d'une application qui s'appelle Pacifica, alors qui est plus vraiment, là, cette fois-ci, spécifiquement santé mentale. Donc, ça va permettre du recueil de type qu'on appelle EMA, Ecological Momentary Assessment. Donc, on va demander à la personne de préciser, par exemple, comment elle se sent à des moments divers de la journée. Donc, elle va préciser comment elle se sent. On va historiser ça, par exemple, dans un historique de l'humeur, ce qui va permettre, par exemple, de détecter des patterns systématiques, hebdomadaires, quotidiens, dans l'évolution de l'humeur. On peut utiliser des techniques classiques de TCC, journal des pensées, pour faire une analyse des pensées dysfonctionnelles, etc. La spécificité étant qu'on va pouvoir rentrer ça en temps réel, de n'importe où, et le système va éventuellement faire de la demande proactive. Différents éléments que ça gère, donc le sommeil, la nourriture, l'exercice, la caféine, les hobbies, tout un tas de choses. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ça gère plusieurs niveaux de santé. C'est pas seulement la santé mentale, ça intègre tout un tas d'éléments qu'on va pouvoir mettre en corrélation les uns avec les autres. Alors pour le moment, j'ai beaucoup parlé de choses passives qui permettent d'obtenir des données qu'on va analyser soi-même. Là, on va commencer à aller vers de l'analyse automatique. Alors par exemple, à partir du moment où vous avez un smartphone, déjà tout le monde sait où vous êtes puisque le smartphone est localisé, mais également on peut faire une analyse de ce que vous faites avec. Alors par exemple, on peut faire une analyse de la fréquence à laquelle vous l'utilisez, une analyse des patterns de SMS que vous envoyez, de leur contenu,
du champ lexical auquel ça se rattache, de l'évolution du champ lexical auquel ça se rattache. L'accéléromètre donc va nous donner des indices sur l'activité, l'utilisation de l'écran elle-même, est-ce qu'on tripote son smartphone, est-ce qu'on le touche, est-ce qu'on l'allume beaucoup, etc. Le micro, on va voir ce qu'il nous permet, et puis les patterns d'appel, bien sûr, vers qui, à quelle fréquence, à quelle heure, avec quel retour. Et donc tout ça va nous permettre de faire des analyses plus ou moins automatisées de l'état d'humeur, de l'état d'activité, de l'historiser et donc de l'analyser. Alors là, vous avez quelque chose qui va encore un peu plus loin, donc on va faire des corrélations entre les scores PHQ-9, donc dépressivité, et puis l'utilisation du smartphone. Et si on arrive à mettre en évidence des bonnes corrélations, on va pouvoir éventuellement faire des inférences sur le niveau de dépressivité de la personne en fonction des différents paramètres de l'utilisation de son smartphone. Alors là, je dis le smartphone parce que ce sont des études déjà très anciennes, c'est 2015. Donc 2015 dans le domaine, c'est antédiluvien. Personnellement, je pense que l'avenir, ce n'est pas les smartphones en tant qu'objet, ce sont les objets comme ça, qui sont portés, qu'on peut porter 24 heures sur 24, qui sont très peu invasifs et qui recueillent en permanence et à notre insu tout un tas de données. Alors, la même chose donc sur de l'analyse automatique sur différents paramètres de l'utilisation d'un objet connecté, disons une montre, un smartphone. Donc là, c'est toujours le PHQ-9. Donc des corrélations entre le PHQ-9, par exemple, et puis la variabilité de la position du smartphone, la durée d'usage, la fréquence d'usage, les mouvements au cours de la journée. Et donc vous avez des corrélations qui sont quand même pas négligeables. Vous avez des R à 0,58, 0,63. C'est pas gigantesque, évidemment, c'est pas prédictif, mais c'est pas tellement plus mauvais que beaucoup d'autres scores de corrélation qu'on a dans d'autres domaines plus durs. La même chose sur l'analyse de la voix. Donc là, c'est l'échelle de Beck. Donc des corrélations entre différents paramètres de la voix et le score sur l'échelle de Beck. Alors ça peut être le volume sonore, ça peut être la vitesse, ça peut être la prosodie, ça peut être tout un tas de paramètres du spectre vocal qu'on va pouvoir mettre en relation avec des évolutions de score d'anxiété, de dépressivité, d'excitation, etc., etc. Alors, pour résumer un peu ce que ça permet de recueillir, les objets connectés, ça permet de recueillir des mouvements physiques, des interactions sociales, des activités quotidiennes, à l'aide de choses qui sont très simples, des accéléromètres, le capteur Bluetooth. Le capteur Bluetooth, il cherche en permanence à se connecter aux appareils Bluetooth à proximité. Donc, ce faisant, on peut avoir une construction du réseau non pas forcément de personnes, mais en tout cas d'objets Bluetooth avec lesquels vous avez été proche dans la journée. La localisation avec le GPS, le micro, les capteurs de lumière, le Wi-Fi, les caméras, l'utilisation de... Et donc tout ça, ça va nous permettre, d'ores et déjà, tout ça c'est déjà fait. Donc vous avez les références qui sont issues de l'article d'Harari dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça va permettre de détecter le niveau de sédentarité avec l'activité, bien sûr, et les modifications dans le temps de ça, les mouvements, les accélérations, parce que c'est pas pareil quelqu'un qui marche comme ça, puis quelqu'un qui va marcher plus comme ça. Ça détecte tout un tas de types d'activités physiques, ça c'est dire si vous marchez, si vous courez, si vous faites du vélo, si vous êtes allongé, si vous êtes en train de dormir, etc. Ça va détecter tout un tas de paramètres de mobilité, le temps que vous passez à votre domicile versus le temps à l'extérieur, versus le temps dans différents endroits. Et est-ce que c'est routinier, est-ce que ça change, est-ce que ça évolue dans le temps, est-ce qu'il y a une rupture brutale de ça? Ça va pouvoir analyser automatiquement le nombre de conversations que vous avez, leur durée, le contenu, parce qu'on peut faire de plus en plus d'analyse automatique du langage, y compris sur du vocal. La vitesse à laquelle vous parlez, la fréquence, est-ce qu'il y a d'autres gens autour de vous quand vous parlez ou pas? Donc la taille des gens qui sont avec vous, la durée de présence, etc. Ça va permettre de faire tout un tas de choses qu'on fait avec les réseaux sociaux, qu'on fait avec les téléphones, les appels, etc. Ça va permettre de faire... alors là, vous avez tout un tas de choses diverses et variées. Ça sait analyser si vous toussez, si vous reniflez, si vous vous grattez la gorge. Vraiment pour de vrai. Si vous passez l'aspirateur ou pas, combien de fois, dans quelle pièce de la maison.
Est-ce que vous avez changé le sac? Bon. Combien de fois vous brossez les dents? Alors oui, j'ai pas mis l'exemple de brosse à dents connectée, mais vous avez bien évidemment, vous pouvez tout connecter, la brosse à dents, qui va vous informer sur la durée, la fréquence, la qualité du brossage, un tas de choses, la durée du sommeil, le nombre de fois vous vous réveillez pendant la nuit, si vous vous levez ou pas, qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez, est-ce que vous allez dans la cuisine, ça on le sait parce que si on ouvre la porte du frigidaire et que vous allez boire 4 bières pendant la nuit ou bien manger 1 kilo de chips, bon, tout ça on va le savoir. Et puis, bref, ça permet tant et tant de choses. Vous en avez ici une liste qui n'est même pas exhaustive, hein. Il en sort tous les jours. Alors ça, c'était la première chose que permettent les objets connectés, c'est leur recueil d'informations. EMA, globalement, assessment. La deuxième chose que ça permet, qui est, j'ai envie de dire, encore plus intéressante, parce qu'avoir des données, c'est bien, mais pouvoir en faire quelque chose, c'est mieux, c'est l'intervention. Ça permet, à l'instar du recueil de données ubiquitaires situées en temps réel, ça permet de faire de l'intervention ubiquitaire temps réel située. Alors, soit par une médiation vers un humain, donc c'est-à-dire tout ce que nous permettent de faire comme type de communication les objets connectés vers des praticiens, vers des proches, via les réseaux sociaux, la télémédecine, enfin, ça c'est assez classique. Par une interface de communication avec un dispositif informatique. Alors j'ai mis soit theory-based, soit database, c'est-à-dire qu'on va avoir deux grandes sortes de choses. Ce que j'ai appelé theory-based, par exemple, c'est toutes les applications qui vont faire des TCC sur smartphone, des TCC sur smartwatch. Et donc, derrière, il y a un modèle qui a été programmé. Et puis, ce que j'ai appelé database, c'est tout ce qui va résulter de deep learning, c'est-à-dire d'apprentissage automatique de patterns comportementaux qui vont être utilisés pour que le système nous propose des interventions sur la base de détection de récurrence dans le comportement, de comparaison avec le comportement des autres, sans qu'il y ait une théorie a priori de ça. C'est deux choses différentes qui, d'ailleurs, peuvent être mises en complément, bien sûr, hein. Alors, on peut aussi, avec les objets connectés, interagir, agir par des effecteurs physiologiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais prenons le cas de la DBS, hein, la stimulation cérébrale profonde. La stimulation cérébrale profonde, vous avez le mécanisme de paramétrage, il est accessible de l'extérieur, hein. Luc me contredira si je dis des bêtises, mais donc ce mécanisme est accessible de l'extérieur, donc on peut le paramétrer de l'extérieur. Rien n'empêche, c'est déjà techniquement parfaitement possible de faire du paramétrage dynamique en faisant rétroagir les évolutions comportementales qu'on détecte avec tout ce que je vous ai montré pour faire évoluer les paramètres de la stimulation en fonction également de paramètres environnementaux. Rien ne nous empêchera aussi de faire de la domotique intelligente qui va faire du nudging, c'est-à-dire qui va modifier les caractéristiques de l'environnement de vie des gens de manière à leur proposer des environnements qui ne soient pas générateurs de troubles mentaux ou de symptômes. Alors dans le projet AltoTop qu'on a fait avec Margot et Karim et d'autres, on avait appelé ça des environnements tocogènes. C'est-à-dire vous avez des environnements qui sont propices à la génération de TOC et on peut éventuellement les modifier dynamiquement. Donc c'est ce que j'ai mis ici, domotique, nudging, ce qu'on appelait manipulation des affordances, c'est-à-dire ce que l'environnement offre à l'individu pour être manipulé, réalité augmentée, réalité virtuelle, puisque on peut bien sûr rajouter des informations sur le réel directement dans la vision, dans le toucher, qui permettent de modifier les comportements, et puis par différents niveaux de régulation, alors j'ai appelé micro, méso et macro sociétal. Pourquoi? Parce que tout ça, là, pour le moment, c'est individuel. Mais il faut l'intégrer dans ce qui va se passer au niveau environnemental et urbain. C'est-à-dire que, autant on a des smartphones, on va avoir, et on a déjà des smart cities. Parce qu'une ville, aujourd'hui, c'est tellement complexe que c'est ingérable sans informatique. Donc, vous allez avoir, et vous avez déjà, des myriades de capteurs et d'effecteurs dans les villes qui sont utilisés pour gérer le fonctionnement des villes et donc pour intégrer les smart citizens donc dans les smart cities. Donc il faut concevoir la chose non pas strictement individuelle, mais dans l'interaction entre les individus, les citoyens et la ville intelligente dans laquelle ils vont vivre. Alors je vous donne un exemple de ça. Donc ça c'est le maire de Boston qui est en train de surveiller directement sur un écran géant donc différents paramètres qui lui sont fournis par les capteurs de la ville. Alors pour le moment ça surveille
les ampoules grillées dans les feux rouges, les embouteillages, les stocks épuisés de matériel ceci, cela, d'alimentation, les flux routiers. Absolument rien n'empêche, je vous ai montré tout à l'heure les données sur mon sommeil. Si j'habite à Boston, absolument rien n'empêche que la granularité de ce système de surveillance descende jusqu'à chaque minute de mon sommeil. Il n'y a aucun problème. C'est techniquement parfaitement possible. Donc, il va y avoir cette question-là qui va se poser aussi. Parce qu'on va aller de plus en plus vers un système que j'ai appelé ici socio-technique, c'est-à-dire une imbrication extrêmement fine des humains et des objets électroniques connectés actifs. C'est-à-dire que non seulement ils recueillent des données, mais ils peuvent faire des actions. Et on va avoir une imbrication de plus en plus fine, ce qui fait que progressivement, pour les sociologues, va se poser la question de faire évoluer leur méthode d'analyse des sociétés pour intégrer ces nouvelles manières de construire du réseau interactionnel entre des humains et des humains, des objets et des objets, et comment tout ça, ça évolue. Alors globalement, ce que ça fait, alors là je vais passer à une phase un peu plus épistémologique. Ce que ça va faire, ou ce que ça va aider à faire, tous ces dispositifs techniques, je viens de parler de l'extension de l'individu vers le contexte, les smart cities, etc. Globalement, ça va nous décentrer d'un modèle strictement médical centré sur l'organisme vers un modèle qu'on appelle classiquement plutôt un modèle handicap, qu'on trouve dans la classification internationale du fonctionnement, en tout cas, qui est centré sur l'activité. L'état de santé n'étant que l'une des parties péjoratives éventuellement de l'activité avec la participation, les fonctions, les facteurs environnementaux, personnels, etc. Donc dans cette logique, l'organisme devient l'un des éléments du fonctionnement qui lui-même est l'un des éléments d'un contexte plus général qu'on va appeler ici le sociotope, puisque l'humain est social et donc ce n'est pas un biotope comme pour les animaux. Donc tout ceci, ça va s'accompagner d'une évolution aussi des conceptions des troubles mentaux. On a vu tout à l'heure avec le DSM, on a des grosses catégories décontextualisées avec des listes de symptômes indépendants des uns des autres. On a beaucoup d'évolutions dans la littérature aujourd'hui qui cherchent à reconceptualiser, à faire évoluer cette conceptualisation des troubles. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces nouvelles conceptualisations des troubles, entre guillemets, sont isomorphes aux possibilités qu'offrent les objets connectés. C'est-à-dire ce sont des conceptualisations des troubles en réseau, de la même manière que les objets connectés permettent de créer du réseau. Alors, je vais parler très rapidement de deux nouvelles approches. Bon, l'AirDoc, qui est l'approche proposée par Thomas Insel, je ne vais pas la développer parce qu'il le fera évidemment infiniment mieux que moi. Mais juste pour vous rappeler ce que c'est une approche translationnelle, c'est-à-dire une approche qui part d'une analyse des fonctions fondamentales pour en dériver les troubles à partir des perturbations de ces fonctions, plutôt que de faire ce qu'on fait classiquement en psychiatrie et même en médecine, c'est-à-dire de partir des syndromes et de la clinique pour essayer d'en inférer les fonctions sous-jacentes. Donc ça croise des grandes fonctions avec des grands niveaux d'analyse, et la chose intéressante, c'est que ça nous permet plein de des cellules qui croisent, des cellules de tableau qui croisent des niveaux d'analyse avec des grandes fonctions. Alors par exemple, là vous avez la motivation, l'évaluation de la récompense, l'évaluation de l'effort qu'il faut pour obtenir la récompense, au niveau génétique, moléculaire, cellulaire, des circuits, de la physiologie, etc. Puisqu'on a des micro-éléments de description, on va pouvoir agir à un niveau beaucoup plus fin que celui qu'on avait quand on avait des grosses catégories de troubles. Ça, c'est pour les AirDoc, je ne rentre pas plus dans le détail. Une autre approche qui me semble extrêmement intéressante, c'est l'approche dite des mécanismes de rétroaction réciproque, c'est-à-dire c'est une approche de réseau de symptômes. Donc là, vous avez les ronds, ce sont des symptômes, mais qui en fait ne seront plus dans cette approche des symptômes, parce que qu'est-ce que c'est qu'un symptôme? C'est quelque chose qui réfère à autre chose qui est derrière. Là, ça va être à plat, entre guillemets. Vous allez avoir des éléments de dépression, d'anxiété, on verra après les détails, qui vont être en relation les uns avec les autres, en relation dynamique, et il va pouvoir se faire que le réseau se stabilise dans une zone de fonctionnement dont on va pouvoir considérer en le regardant de l'extérieur que ça, finalement,
ça ressemble à la dépression, c'est-à-dire que dedans on trouve de la tristesse, de l'asthénie, de la prise de poids, des idées suicidaires, etc. Mais c'est simplement entre guillemets parce que la chaîne d'interaction des symptômes s'est stabilisée dans une zone et il y a une sorte de cercle vicieux, ou bien selon un autre vocabulaire qui est plus celui des réseaux de neurones artificiels, des attracteurs, des bassins d'attraction, qui vont stabiliser la personne dans un fonctionnement morbide sans que pour autant il y ait une unique cause sous-jacente. C'est l'interaction des causes entre elles qui produit quelque chose qui, vu de suffisamment loin, pourrait être réifié comme un trouble, mais qui en fait résulte d'un mécanisme complexe en dessous. Donc, je vous donne un exemple plus simple. Deux personnes, Bob et Alice. Donc, Bob est licencié. Donc, c'est sur la transition entre dépression et troubles anxieux généralisés. Donc, Bob est licencié. Ce que ça génère chez lui, par exemple, une compulsion alimentaire, on va prendre du poids, du coup, des mécanismes d'auto-accusation qui perturbent son sommeil, ça génère de la fatigue, des problèmes de concentration, un ralentissement psychomoteur, une anxiété qui devient chronique et qui ensuite se généralise et donne un trouble anxieux généralisé. Chez Alice, au contraire, on a les mêmes items de symptômes, mais ils ne sont pas articulés de la même manière. Une rupture va générer directement une humeur dépressive qui va générer de l'auto-accusation et des pensées suicidaires qui vont perturber le sommeil, générer des problèmes psychomoteurs, une irritabilité qui va s'associer, générer une anxiété chronique, puis évoluer vers une anxiété généralisée. Donc ce sont les mêmes éléments, mais ils ne sont pas causalement reliés de la même manière entre eux. Donc on peut imaginer que si on s'adresse à Alice ou à Bob, on ne va pas s'adresser aux deux de la même manière. C'est-à-dire que par exemple pour Bob, on aimerait agir par exemple là, parce que c'est un gros facteur causal qui va agir sur ça, qui ensuite aura des conséquences positives là. Tandis que pour Alice, on va chercher à agir plutôt ici, ici et là. Donc, deux choses qui, dans un paradigme catégoriel, pourraient apparaître comme la même chose, apparaissent ici en fait comme des choses très différentes qui ont des chemins de causalité spécifiques. Alors là, vous aurez reconnu instantanément la modélisation d'un trouble limite de la personnalité. Donc, alors comment s'est construit ça? Donc on a effectivement une consultation, donc ça c'est cet article, hein. On a une consultation assez longue, d'environ 3 heures, qui permet de construire une approximation de ce modèle avec les principales thématiques de psychopathologie de la personne, qui permet de construire un questionnaire personnalisé, singulier à la personne. Ce questionnaire personnalisé, il va être proposé régulièrement en mesure répétée sur un smartphone, par exemple, et progressivement, en fonction de ce qui va se passer dans le fonctionnement en vie quotidienne de la personne, ce réseau va se construire, se densifier à partir des réponses qui vont être apportées au questionnaire personnalisé et à partir des mesures qui vont être obtenues sur les différents objets connectés dont elle va éventuellement disposer. Et donc, à partir de ça, on a une compréhension des mécanismes de causalité dans son fonctionnement psychique qui font que, par exemple, on va pouvoir intervenir, si je reviens sur le dentiste, si on détecte qu'il va y avoir un stresseur spécifique qui correspond à une problématique de fonctionnement qu'on retrouve dans ce réseau, on va pouvoir proposer en amont une intervention qui va essayer de réduire l'impact du stresseur qui va arriver ultérieurement. Alors, globalement, pour résumer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous faire passer du catégoriel au multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on va se départir de cette problématique qu'on a depuis des décennies. Soit on n'a pas de trouble, soit on a un trouble caractérisé, avec un truc au milieu un peu gris qui est le trouble subsyndromique ou le subsyndromique, pour aller vers une compréhension des troubles qui sera beaucoup plus de ce type-là, c'est-à-dire de multiples variables, de multiples paramètres qui vont se déplacer dans un paysage complexe dans lequel il y a des bassins d'attraction dans lesquels on n'a pas envie que les patients tombent, par exemple. Et donc, on va agir finement sur des trajectoires au sein de ce qu'on pourrait construire à partir de ça, hein. On va agir finement à différents endroits, de façon continue et avec des objets dans la vie quotidienne, de manière à ce que ça se maintienne sur une ligne fonctionnelle suffisamment bonne, pour le dire comme ça, et que ça ne tombe pas dans des bassins d'attraction qu'on ne souhaite pas voir. Alors,
Pour résumer, donc j'étais parti sur l'idée que la consultation psychiatrique était limitée dans le temps, en durée, en fréquence, limitée dans l'espace et limitée à des grosses catégories d'analyse. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec les objets connectés, aujourd'hui, mais donc essentiellement demain quand même, c'est que la consultation psychiatrique, elle va être illimitée dans le temps. Elle sera à tout moment du jour et de la nuit, parce qu'à tout moment du jour et de la nuit, on peut recueillir des données. Elle est illimitée dans l'espace, parce que n'importe où, on peut recueillir des données. Elle va être étendue à des catégories très fines, parce qu'on a les moyens de les recueillir et d'agir dessus, et pas seulement à des grosses catégories nosographiques. Et donc, globalement, la psychiatrie sera partout, tout le temps, surtout. En tout cas, elle pourrait l'être. Et donc, les lieux de recueil d'informations et d'intervention en psychiatrie vont occuper une place potentiellement ubiquitaire dans la vie d'une personne qui présente des troubles mentaux, ou pas, parce qu'évidemment, ça ne va pas se limiter aux personnes qui présentent des troubles mentaux. Ça s'applique tout aussi bien à toute personne qui a des problématiques de gestion de sa vie quotidienne, d'amélioration de la performance, de gestion du stress, de tout ce qu'on veut. Donc au sein de ça, on a commencé à travailler sur un projet particulier, donc au sein de la Fondation fondamentale, qu'on a appelé donc TACT, Technology Augmented Clinical and Therapeutical Relationships, dont l'idée est la suivante. Donc ça reste centré sur la relation patient-thérapeute. L'idée est que pendant la consultation psychiatrique, on va mettre à la disposition du praticien une plateforme qui va lui permettre de générer à la volée, alors quand je dis à la volée, c'est durant la consultation en agrégeant des briques génériques, des briques logicielles génériques, qui va lui permettre de générer une application mobile de façon totalement flexible, c'est-à-dire en interaction entre le patient et le thérapeute, qui va générer donc un ensemble d'applications qui vont être utilisables par le patient sur ces différents objets connectés. Et il y aura aussi une prescription d'objets connectés. Donc le patient pourra repartir avec différents objets connectés de recueil de données et d'intervention, plus les applications qui permettent de les faire fonctionner, qui auront été construites directement pendant la consultation. Et donc ça permettra de recueillir des données, toutes les sortes de données dont je vous ai parlé, selon des modalités programmables, c'est-à-dire différentes pour chaque personne. Tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Donc ce sera différent pour chaque personne. Ça permettra de s'interfacer avec des données issues d'autres applications. Je pense par exemple aux énormes bases de données épidémiologiques dont on dispose, dans le SNIRAM, dans les bases de données de l'INVS, etc., qui permettent d'apporter des éléments d'information qui sont applicables à des individus. Donc si on croise des données, de grosses bases de données, avec des données individuelles, on peut augmenter et améliorer l'information pour l'individu, pour la personne. Agréger des flux standardisés de capteurs commerciaux, c'est-à-dire que idéalement, on pourrait intégrer toutes sortes d'objets connectés. On ne va pas développer des objets connectés qui soient des dispositifs médicaux, ou bien si on développe des objets connectés qui sont des dispositifs médicaux, c'est pour des besoins bien particuliers qui ne sont pas couverts par les objets du marché. Parce que je vous donne un exemple, là-dedans vous avez un actimètre. Ça a l'air simple, mais si on essaye de redévelopper un actimètre soi-même, certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est complexe. Donc, tous ces objets, très probablement, il faudra aller les chercher dans le domaine commercial et pas les redévelopper au niveau de la recherche. Donc, ça offrira des outils d'intervention et puis ça permettra de dialoguer avec les serveurs environnementaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Plusieurs interfaces seront disponibles, une version thérapeute, une version patient, une version pour les proches éventuellement. Et donc, tout ceci sera mis en place dans une optique de co-conception. C'est-à-dire que c'est vraiment dans l'interaction patient-thérapeute qu'on va concevoir l'application, la générer à partir de briques génériques, mais aussi à partir de développements locaux. Donc, s'il y a des besoins qui ne sont pas couverts par les briques génériques, on pourra faire du développement spécifique pour un patient particulier. L'application est générée pour le patient, c'est une sorte de e-ordonnance, si on peut dire ça comme ça. Le patient vit sa vie, l'application lui propose des observations et des interventions. Les données, évidemment, sont stockées dans une base commune, donc elles sont exploitables non seulement par le patient individuel, mais elles sont mises à disposition d'analyse collective. Et donc, ça nous offre la possibilité d'avoir une base de données extrêmement fine, extrêmement précise, qui permet de faire tant de l'analyse individuelle, donc des mesures répétées intra-patient,
que des mesures plus classiques interpersonnelles qui vont permettre donc d'avoir, entre guillemets, le meilleur du big data et de l'analyse individuelle. C'est-à-dire que là, vous avez un cube. Chaque élément du cube, c'est une description d'une observation ou d'une intervention qui a été effectuée au moment T chez un patient donné. Alors ça va être, par exemple, qu'il a répondu à un questionnaire, ça va être une donnée qui a été fournie par un capteur, une donnée de fréquence cardiaque, une donnée d'activité, une donnée de sommeil. Ça peut être, il a pris un médicament, ça peut être une séance de psychothérapie et on peut avoir les éléments de la séance de psychothérapie dans le détail. Et donc avec ça, on va pouvoir avoir des nouvelles méthodes d'analyse qui vont permettre de faire varier dynamiquement les niveaux de granularité et d'utiliser ce genre de système, non pas comme système prédictif, mais comme système d'aide à la décision thérapeutique et clinique. C'est-à-dire l'objectif n'est pas que le système fasse des prédictions à la place des thérapeutes, l'objectif est de fournir aux thérapeutes une extension de leurs possibilités cliniques et thérapeutiques dans le but d'améliorer leur prise de décision. Voilà, donc globalement, l'idée... Alors, juste pour finir, il y a un problème gigantesque qui est central là-dedans, c'est la question des données. Et dans les données, il y a la question de qui va en détenir la propriété, les droits d'usage, et qui va gérer la sécurité. Donc il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, un contrôle par le marché. C'est ce qui se passe avec Apple, Google, les GAFA, etc. C'est eux qui fournissent les dispositifs, c'est eux qui fournissent les applications, c'est eux qui gardent les données. Et évidemment, leur objectif, c'est de faire du profilage de leurs clients dans le but de proposer de la publicité ciblée. Deuxième possibilité, un contrôle par l'État. Alors ce serait un système national de données de santé étendu. Donc en plus de ce qu'on a déjà, le SNIRAM, le PMSI, le RMC, le CEPIDC, il y a plein de fautes dans les acronymes, le CEPIDC, etc. On aurait aussi, pour chaque citoyen français, la possibilité d'agréger les données qui seraient recueillies par ces différents capteurs connectés dans une base dont la propriété serait détenue par l'État et dont la sécurité serait assurée par l'État, au même titre que pour toutes ces données de santé, qui jusqu'à présent n'ont pas encore été piratées, en tout cas pas à ma connaissance. Donc ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, contrôle par les individus selon un modèle autogéré, c'est-à-dire DRM, donc c'est Digital Right Management, hein, c'est ce qu'on utilise pour la musique, la vidéo. On est capable de savoir si un morceau de musique, vous avez le droit de l'utiliser ou pas, si vous l'avez acheté, à qui, quand, jusqu'à quand vous pouvez l'utiliser. On peut faire la même chose avec les données de santé. Donc l'idée, ce serait que chaque personne dispose d'une base de données individuelle de ces données de santé, dont elle pourrait fournir dynamiquement l'accès à des prestataires qu'elle choisirait pour des fonctionnalités et des prestations de services qu'elle choisirait, avec une traçabilité totale des données, avec une possibilité de rétractation à tout moment. Ça, je pense, c'est le modèle idéal, mais il est vraiment complexe à mettre en œuvre. Quatrième possibilité, qui va beaucoup plus nous intéresser ici, c'est le contrôle des données par un corps professionnel. Alors typiquement des médecins, des psychiatres, par exemple par les centres experts fondamentaux. Et donc dans le contexte qui nous rassemble ici, on a une situation idéale pour un prototype de ce genre. C'est-à-dire qu'on a un lieu dans lequel il y a beaucoup de praticiens, il y a beaucoup de patients, il y a déjà beaucoup de recherches, il y a déjà beaucoup de recueil de données, il y a des consultations thérapeutiques, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour développer un prototype vraiment novateur et qui serait l'un des premiers, ou à mon avis pour le moment le premier de ce type en psychiatrie et même en médecine. Donc on y travaille depuis un certain temps et on va continuer à y travailler. Donc on pourra dans les questions rentrer dans les détails de comment on peut envisager ça et je vais m'arrêter là.